Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour cette nouvelle soirée consacrée aux élections municipales. Une soirée que nous allons vous présenter avec Nathalie Layani. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Une soirée également en partenariat avec France Bleu et Nice Matin. 2 débats au programme ce soir. Dans 1 heure, nous allons aller à Valoris. Mais tout de suite, un débat avec les 5 candidats à la mairie de Menton. Et Nathalie, on accueille le premier invité. Oui, on commence par celui qui occupe le fauteuil de maire de Menton depuis 31 ans. Jean-Claude Guibal, votre première élection, c'était en 1989. À 79 ans, vous briguez un 6e mandat à la tête de la liste Unie pour Menton, liste d'union de la droite soutenue par les Républicains et les centristes. La députée En Marche de votre circonscription vous a également apporté son soutien. On en reparlera dans l'émission. Bonsoir Jean-Claude Guibal. Bonsoir. Invité également Olivier Bettati qui conduit la liste Menton Demain. Olivier Bettati, vous êtes vice-président national du CNIP, le Centre national des indépendants et des paysans. Dans cette élection, vous avez le soutien du Rassemblement national qui ne présente pas de candidat. Là aussi, on va en reparler. Et votre liste est d'hiver droite. Olivier Bettati, bonsoir. Bonsoir. Patrice Novelli, vous êtes conseiller municipal d'opposition. Vous repartez cette année à la conquête de la mairie de Menton à la tête de la liste Rassemblement républicain mentonnais, liste investie par l'UDI et soutenue par le MoDem et Agir. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric Pellegrinetti, invité également, qui mène la liste Menton, liste citoyenne. Beaucoup de soutien, la liste est longue, le PS, le PC, Nouvelle Donne, Génération, le PRG et le MRC. Votre liste est une liste d'union de la gauche. Frédéric Pellegrinetti, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Laurent Lancard-Castiel, vous êtes le secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts dans les Alpes-Maritimes. Mais vous revendiquez d'être à la tête d'une liste citoyenne, la liste Menton Autrement, étiquetée officiellement EELV. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous et tous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le vif du débat, Menton en quelques chiffres, des chiffres rappelés par Hugues Nicolas et Coralie Beck. Menton, côté chiffres. Depuis 1990, la commune connaît une légère baisse de sa population pour atteindre 28 486 habitants. 14% des Mentonnais vivent avec moins de 1026 € par mois. C'est identique à la moyenne nationale. Selon 80 contributeurs, la ville est inadaptée au transport vert. Côté scrutin, c'est une quadrangulaire qui s'était jouée au second tour des dernières municipales. C'est le maire sortant Jean-Claude Guibal qui s'était imposé avec un taux de participation équivalent à celui de la moyenne nationale, 62%. Allez, place au débat. Et quand on parle de Menton, on ne peut pas ne pas évoquer la situation actuelle liée au coronavirus et au confinement de toute l'Italie. Ce qui va nous amener à parler aussi de la dépendance de cette ville au tourisme et de vos propositions pour diversifier l'économie locale. Mais d'abord, un mot sur l'actualité. Jean-Claude Guibal, est-ce qu'on assiste là à la chronique d'une catastrophe annoncée pour les commerçants, pour les hôteliers de Menton? Et que peut un maire pour éviter une telle crise économique? J'espère bien que non, que ce n'est pas une catastrophe annoncée. Même si, aujourd'hui, environ 60% des réservations dans les établissements à vocation touristique ou hôtelière a été enregistré. 60%. Annulé ou confirmé? Annulé. Annulé. Donc ça, c'est assez catastrophique déjà. C'est une situation particulièrement préoccupante, mais ce que je vous disais, c'est que j'espère qu'elle n'est pas pérenne et encore moins durable. Éric Ciotti demande la réciprocité des mesures. L'Italie a fermé ses frontières, sauf en cas particulier. Si par exemple on travaille en Italie, on peut s'y rendre sur justificatif. Il demande que la France fasse de même, ferme la frontière aux Italiens. Est-ce que vous êtes d'accord? Sur le principe général, je suis amené à considérer que la frontière est un cas particulier, que dans les orientations, les sensibilités, il y a ce fantasme de fermer la frontière. Sauf que pour vivre sur la frontière, je sais qu'elle ne peut pas être étanche. Et en l'occurrence, sur le plan sanitaire, je ne crois pas que les virus respectent les limites territoriales. Donc je souhaite, quant à moi, que les contrôles sanitaires puissent être établis, mais en sachant qu'ils ont un objectif principalement en termes de lutte contre les psychoses
pour assurer. Pour assurer, mais pas pour guérir. Alors, on va essayer d'élargir un petit peu le débat. Cette partie, on l'a appelée Monaco, économie confinée, point d'interrogation. En fait, la question qui se pose, c'est de savoir s'il faut revoir le modèle de développement économique de Menton. Menton trop lié à l'Italie, un tourisme d'affaires, un tourisme lié à l'Italie. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit les limites de ce modèle? Est-ce qu'il faut le changer, Olivier Bettati? D'ailleurs, moi, je pense que Menton vit une situation économique extrêmement compliquée. Je pense malheureusement que ça va durer, que le PAC va être une catastrophe en réalité. Il faut donc que toutes celles et tous ceux qui ont la possibilité de travailler et d'organiser différemment les choses le fassent. Moi-même, au titre de mon mandat de conseiller régional, j'ai saisi le président du conseil régional, Renaud Muselier, dès d'ailleurs le 4 mars, c'est-à-dire à l'annonce de l'annulation de la fête des citrons, de manière à mettre en place le plus rapidement possible un certain nombre de dispositifs régionaux. Et la semaine dernière, nous avons voté à la région un dispositif de 12 millions d'euros qui sera mis à la disposition des entreprises azuréennes et notamment mentonnaises, bien évidemment, à partir de fin avril pour tous les métiers de bouche, de l'hôtellerie, de la restauration. Je crois que c'est extrêmement urgent, mais je crois qu'au-delà de ça, le rôle d'un maire dans ces moments-là, c'est d'être présent en permanence dans la rue pour répondre aux inquiétudes des Mentonnaises et des Mentonnais. Je crois que le rôle d'un maire dans ces moments-là, c'est d'exiger, par exemple pour Menton, du préfet des Alpes-Maritimes que notre hôpital de la Palmosa soit un hôpital test. Bien évidemment, il y a celui de Nice parce qu'il est central, mais je rappelle que nous sommes en première ligne et je crois qu'il aurait été normal d'exiger du préfet des Alpes-Maritimes qu'il fasse cela. Et puis, je crois aussi qu'il faut qu'on mette en place des structures qui permettent aux habitants qui sont très inquiets, parce que moi je les croise tous les jours, notamment ceux de plus de 70 ans qui sont les premières victimes aujourd'hui de ce virus, qui ne savent pas à qui s'adresser, qui ont peu de réponses en réalité. On est dans un moment extrêmement difficile, donc oui, il faut le faire. Ce que je crois en résumé, c'est que la situation nécessite d'avoir un maire qui, malheureusement, j'allais dire, dans les prochaines semaines, redouble d'énergie pour pouvoir au maximum faire ce que l'on peut, sachant que la situation évolue tous les jours en réalité. Ça ne nous dit pas si vous tirez une leçon quand même de cette situation en vous disant il faut diversifier l'économie locale de Menton. On ne peut pas ne dépendre que du tourisme. Et donc vous, si vous êtes élu maire, est-ce que vous réfléchissez à d'autres pistes de développement? Mais la réalité, c'est que Menton aujourd'hui dépend que du tourisme et on ne va pas fabriquer une technopole en 15 jours dans un lieu à Menton. Donc on vit du tourisme, on continuera à vivre du tourisme et il faut donc le diversifier, peut-être l'organiser différemment. Mais de toute façon, aujourd'hui c'est l'Italie qui est impactée. Mais si nous avions la même chose avec l'Allemagne, on aurait moins de tourisme. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, j'entends bien, mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est pas ramener à mon sens la question à savoir s'il faut changer le mode de tourisme. De toute façon, on vit de cela. Ce qu'il faut, c'est s'adapter tous les jours, se battre, être réactif et puis regarder cette situation qui bouge beaucoup. La question qui peut se poser, effectivement, c'est que, bon, là, on parle du coronavirus, mais il n'y a pas que ça. Il y a un dérèglement climatique. Est-ce que l'activité touristique aujourd'hui, l'activité économique uniquement touristique, est-ce que c'est pas vraiment limité? Laurent Lancard-Castiel. C'est sûr que c'est évident. Et on le voit avec l'augmentation des aléas climatiques, mais également des catastrophes naturelles. On l'a vu encore récemment. Donc on voit bien que pour avoir un ordre de grandeur, depuis la révolution industrielle, on a pris 1 degré. Mais 1 degré, on a pris 4 degrés en période de canicule. Avec les accords de Paris, qui sont assez exigeants, on arriverait à plus de degrés, ça veut dire plus 8 ou plus 12 degrés. Et vous dites qu'il y aura de moins en moins de touristes à Menton. Mais alors, de quoi vivra la ville si vous êtes élu maire? C'est pour ça qu'il faut la diversifier. C'est pas qu'il y aura moins de tourisme, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir un tourisme plus adapté. Il sera peut-être pas aussi estival qu'il est aujourd'hui. On va peut-être revenir vers un tourisme qui sera mieux réparti sur l'ensemble de l'année. Également vers l'héliotropisme sur lequel on pourra vivre plus sereinement. Mais donc c'est pour ça qu'il est très important de diversifier l'économie. Et diversifier l'économie dans une logique d'autonomie du territoire de Menton pour qu'il devienne résilient. Et ça veut dire que pour ça, c'est relocaliser, parce que c'est un maître mot que l'on a, on relocalise le tourisme, le logement, l'activité économique également. Et par exemple, par rapport au tourisme,
il va falloir effectivement aller vers un tourisme vert, c'est-à-dire d'une part un écotourisme, c'est-à-dire un tourisme responsable, et d'autre part de l'agritourisme. Alors l'agritourisme, ça fait aussi vivre l'arrière-pays et la solidarité d'agglomération que nous souhaitons. Avant de donner la parole aux deux autres candidats, juste un mot, Jean-Claude Guibal, vous dites que la ville doit pas être seulement, doit être une destination, mais pas seulement une ville touristique. On a un peu de mal à comprendre, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la différence? Oh, c'est un problème de terminologie. Être une destination est un terme qui est employé quand il s'agit de promouvoir un territoire. Pour promouvoir un territoire, aujourd'hui, il faut être une destination. Pas simplement une ville touristique, mais une ville que l'on considère comme faisant partie du top 5 ou du top 10. Mais je voudrais réagir rapidement sur ce qui vient d'être dit. D'abord, Menton ne vit pas que du tourisme. Je dirais même que le tourisme à Menton a besoin des investissements qui vont se faire sur 2 établissements 5 étoiles pour être un véritable moteur économique et entraîner le reste des établissements et des autres secteurs. Par ailleurs, l'activité économique principale de Menton, c'est celle du commerce de proximité, plus généralement de ce qu'on appelle l'économie résidentielle. Et enfin, Menton a une population active dont la moitié travaille en principauté de Monaco. Il ne faut jamais oublier, on ne peut pas raisonner sur Menton en faisant abstraction du bassin d'emploi de 50 000 habitants de la principauté de Monaco. Alors l'hôtel 5 étoiles, c'est vraiment un projet qui fait débat et on va en parler. J'avais une question pour Frédéric Pellegrinetti. Vous allez un peu à contre-courant de la plupart des maires qui veulent absolument augmenter le standing des hébergements touristiques et le standing de la clientèle touristique. Vous dites au contraire qu'il faut faire du tourisme social et solidaire. Expliquez-nous ce que ça veut dire et quelles retombées économiques vous en attendez. Alors, sur le tourisme social et solidaire, simplement, il s'agit d'avoir l'ensemble de la gamme hôtelière. Il ne s'agit pas uniquement de faire du haut de gamme. Si on fait du haut de gamme, c'est un non-sens en sachant qu'on a déjà la principauté de Monaco qui offre déjà des établissements de luxe avec une clientèle de luxe et ses habitudes, bien évidemment. Donc il s'agit, nous, à gauche, de proposer autre chose, à savoir un tourisme, comme vous l'avez dit, social et solidaire, c'est-à-dire, par exemple, le réaménagement du camping Saint-Michel, l'ouverture d'une auberge de jeunesse, le développement de clubs de vacances, le soutien à la moyenne hôtellerie, très important. Monsieur Guibal parlait du commerce de proximité. Oui, il s'agit aussi, si l'on veut faire tourner l'économie locale, de multiplier les événements commerciaux. Et à ce titre-là, c'est important aussi de le soutenir, ce commerce de proximité, parce qu'il est également créateur de liens sociaux, ne l'oublions pas, c'est important dans une ville. Et puis, il faut aussi, je serai très rapide, il faut aussi diversifier cette offre, qu'elle soit sur un tourisme qui soit durable, bien évidemment, et responsable. Alors, un tourisme vert. Patrice Novelli, on va vous poser la même question sur votre vision du développement de Menton. Répondez-nous par la même occasion sur le 5 étoiles. On veut vraiment avoir votre position à chacun là-dessus, sur cet hôtel 5 étoiles qui doit être construit dans le quartier de Gare-Avant. Déjà, concernant le 5 étoiles, je me suis exprimé plusieurs fois, mais je suis tout à fait opposé. Pour revenir à l'effet du coronavirus... Pourquoi vous êtes opposé? Parce que je pense qu'il n'a pas sa place à Menton et que ça va mettre en difficulté l'hôtellerie en place aujourd'hui. C'est pourtant pas la même clientèle. Expliquez-nous votre démonstration. Aujourd'hui, M. Guibal dit que Menton est une ville attrayante, attractive. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il suffit de voir l'effet. On va rentrer dans une crise économique mondiale avec l'effet du coronavirus. On voit que dans le monde entier, aujourd'hui, il y a des annulations. Toutes les heures, on apprend qu'il y a des annulations. À Menton, la suppression, à juste titre, des 2 derniers corsos a créé une crise économique locale importante. Moi, je fréquente le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, des métiers de bouche depuis 40 ans. Aujourd'hui, vous voulez dormir à Menton, vous dormez pour 50 € dans un 3 étoiles. C'est ce qu'il faut se dire.
suite à la désertion qu'il y a eu. Mais en quoi un hôtel 5 étoiles fera encore plus baisser ses prix? Ceux qui vont dans un 3 étoiles à 50 € n'iront pas dans un 5 étoiles et inversement. Non, attendez, vous n'avez pas compris peut-être ce que j'ai dit. Aujourd'hui, des hôteliers à Menton, compte tenu de la désertion qu'il y a dans la ville, pour espérer avoir du monde, font des chambres à 50 €. On a bien compris. Voilà. Alors, donc, un 5 étoiles à Menton aujourd'hui. Qui va venir à Menton? Pourquoi faire? Alors, pourquoi faire? On va clore cette partie avec ça. Jean-Claude Guibal, pourquoi vous êtes pour... c'est vrai que beaucoup de monde à Menton parle de cette histoire de l'hôtel 5 étoiles. Pourquoi vous êtes pour? Et après, on donne la parole aux 3 autres candidats. Si vous permettez, juste avant, 3 chiffres. Procos, qui est un institut qui analyse l'évolution du commerce indépendant de proximité, situe Menton tout de suite après Saint-Malo comme ville qui a su protéger son commerce de proximité. Il n'y a d'ailleurs pas de commerce vide à Menton. Il y en a en vente, il n'y en a pas qui sont avec les rideaux tirés. La chambre, c'est pas promener centre-ville, alors excusez-moi. C'est la peur du coronavirus, mais il y en a partout. Il faut un peu se promener. Non, mais je veux bien que l'on dresse des tableaux catastrophiques. Non, la réalité. On s'inquiète de la situation. Oui, mais bien sûr qu'on s'inquiète. L'hôtel, Jean-Claude Guibal. La Chambre de commerce a, en 2019, considéré que le taux de croissance le plus élevé dans le département a été sur le territoire de Menton. Et enfin, l'INSEE remarque que Menton est la ville qui a créé le plus d'emplois salariés dans le commerce de proximité. Après, le 5 étoiles, moi je tiens à ce que la ville de Menton puisse avoir une gamme complète d'hôtels. Nous avons, à titre d'exemple, essayé de développer le tourisme d'affaires. Chaque fois, les organisateurs nous ont dit « Avez-vous un 5 étoiles ?» Nous n'avons pas 5 étoiles. Alors désolé, nous allons choisir une autre ville parce que nos clients souhaitent, pour certains d'entre eux, un 5 étoiles. Très rapidement, tous les 3, votre position sur cet hôtel, puisque vous êtes contre, expliquez-nous. Olivier Bétati, vous dites notamment que les congressistes, ce qu'ils veulent aussi, c'est pouvoir sortir à la fin du congrès, à la fin de la journée, qu'il ne se passe rien à Menton le soir. Mais qu'est-ce qui fait qu'on vient dans une ville de congrès? Ce n'est pas un hôtel, c'est d'abord ce qu'on y fait à la fin du congrès. Aujourd'hui, le Palais de l'Europe ne fonctionne pas. Débat de Nice matin, tout a sauté parce que le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous allez construire un hôtel 5 étoiles entre un stade de football, le train, sans accès à la mer. Là où pour le même type d'hôtellerie, vous avez dans les 10 km autour un grand nombre de concurrents. Donc qu'est-ce que va faire cet hôtel? Il va baisser ses prix pour pouvoir faire de la trésorerie, et à ce moment-là, bien évidemment, il rentre en concurrence, comme le disait Patrice Novelli il y a quelques minutes, avec les autres qui, du coup, eux, s'effondreront. Le problème, c'est que le maire de Menton confond promotion et exploitation. Il nous a dit à Nice Matin, au débat de Nice Matin, oui, on a un grand groupe qui a mis plusieurs dizaines de millions d'euros. Non, il y a un grand groupe qui exploite. Et le jour où ça ne fonctionne pas, et ça ne pourra pas fonctionner pour des raisons toutes simples que je viens d'expliquer, et sur lesquelles à peu près tout le monde est d'accord, alors il arrêtera et il n'y aura plus que le promoteur. Je voudrais vraiment qu'on aborde tous les thèmes qu'on a prévus dans cette émission. Dites-nous rapidement, Frédéric Pellegrinetti et Laurent Lancar-Castiel, cet hôtel, vous êtes contre également? Moi, je suis contre. Je pense simplement qu'il fallait mieux jouer la complémentarité avec la principauté, notamment en termes de services. Laurent Lancar? C'est évident qu'aujourd'hui, il est en construction. Si les écologistes avaient été en mesure, ils n'auraient pas fait ça parce que c'est d'un autre temps. Ça fait partie d'un système et d'une vision du développement local qui est d'un autre temps. Alors que ce terrain-là était sur un lac Laurenti qui était destiné à une activité de sport et de loisirs. Et que du coup, on a des espaces, sur un espace qui aurait pu être une magnifique coulée verte, qui du coup a été urbanisé et artificialisé. Merci à tous les 5 pour ce premier thème qui se termine. Nathalie Layani, vous allez laisser votre place à Denis Caro. Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin, qui va venir me rejoindre pour animer la deuxième partie du débat, qui est une partie plus politique. On l'a appelé Menton, les unions libres, point d'interrogation. Vous allez comprendre pourquoi, ces histoires d'unions à droite ou à gauche qui se sont faites ou pas. Denis Caro, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, on va peut-être commencer, si vous êtes d'accord, par la situation à droite.
Oui, absolument. Jean-Claude Guibal, vous êtes dans cette élection soutenu par votre famille politique, par les Républicains. Vous êtes aussi soutenu, et c'est plus récent, ça date d'une petite quinzaine de jours, par la députée La République En Marche, Alexandra Valletta-Ardisson. Pourquoi cette alliance? Est-ce que c'est une alliance d'opportunité ou est-ce que c'est une alliance pour faire barrage à l'extrême droite à travers la candidature d'Olivier Bettati, soutenue par le Rassemblement national? Vous l'avez dit, je suis LR, historiquement, après avoir été UMP, etc. Je suis soutenu par le président de la fédération, Éric Ciotti. Je suis soutenu par le président du conseil départemental, Charles Anginesi. Et je suis soutenu par le président de la région, qu'est Renaud Muselier. Vous êtes aussi... Trois soutiens écrits et... de votre famille politique, mais famille politique. Vous êtes aussi, et ça n'était pas visiblement prévu au départ, soutenu par une députée La République En Marche. Par Alexandra Valletta-Ardisson. Jean-Claude Guibal, en effet. on va aller droit au but. On a un peu l'impression, vu de l'extérieur, que ça s'est fait en douce, cette histoire. Vous avez fait une conférence de presse le lendemain de la publication officielle des listes. C'était le 27 février. Vous avez fait une conférence le 28. Pourquoi n'en avoir pas parlé avant? Alors, est-ce que vous êtes soutenu par En Marche? Voilà. Mais non, on n'est pas soutenu par En Marche. C'est évident qu'on n'a pas le soutien du parti LRM. Ça peut apparaître comme un soutien quand même déguisé. Pas du tout. Pas du tout. C'est un soutien. Et Jean-Claude Guibal, pourquoi ce soutien? Pourquoi ce soutien? J'entends ces ricanements qui me semblent non, parce qu'on absurdes. attend l'explication, avec intérêt quand même. Eh bien, l'explication, vous allez la voir tout de suite. Volontiers. Il se trouve qu'on n'est pas dans un monde qui est strictement médiatique, qu'on n'est sûrement pas dans un monde d'appareils. On ne tripatouille pas au niveau des appareils pour avoir des investitures... ce que l'on aurait pu faire, ce qui n'était pas du tout dans mes intentions, compte tenu que je suis LR et non pas En Marche. Ceci étant, Alexandra Valletta a considéré, pardonnez-moi de ce manque de modestie, que j'étais, de tous les candidats, le meilleur. Le meilleur. Ah, je pensais en danger. Oui. Non, ou alors qu'elle avait une place à prendre. Enfin, est-ce qu'il y a cette dimension qui consiste à faire barrage et à faire rempart à l'extrême droite? C'est l'explication principale. C'est moi l'extrême droite? Alors justement, c'est la question que je voulais poser. Justement, ça c'est totalement ridicule. Olivier Bettati, vous êtes candidat d'hiver droite, oui. Vous êtes soutenu par le Rassemblement national, oui. Mais vous n'affichez pas plus que ça le soutien du Rassemblement national. Vous avez été élu en 2015 à la région sur la liste de Marion Maréchal Le Pen, une liste Front National. Vous vous situez-vous où politiquement aujourd'hui? Vous êtes plutôt un chantre de l'union des droites? Quel est votre positionnement politique dans cette élection? Je complète cette question. On a un peu l'impression que sur ce plateau, peut-être pas tout le monde, mais il y a certains candidats qui avancent un petit peu masqués avec des étiquettes cachées. Écoutez, moi, j'ai passé 30 ans de ma vie avec des responsabilités locales et nationales au sein des LR. C'est ce que vient de dire Jean-Claude Guibal, c'est un point commun d'ailleurs. Jusque-là, on était d'accord. Moi, j'ai quitté le mouvement le jour où j'ai considéré que l'idéologie de ses dirigeants, comment je pourrais vous dire ça, s'est tiré dans tous les sens et j'avais presque prédit à l'époque qu'il finirait comme une espèce de vieux chewing-gum collé sous les semelles des marcheurs d'Emmanuel Macron. C'est fait. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, je suis vice-président national du CNIP. J'ai eu 2 partis dans ma vie, le Centre national des indépendants et paysans. Eh bien, indépendant, moi, ça me va très bien. Et c'est parce que je suis indépendant que j'ai réussi à fédérer autour de moi des gens venus de différents horizons. Il y a effectivement sur ma liste des gens venus du Rassemblement national. C'est du macronisme à l'envers? C'est peut-être du macronisme à l'envers, mais de toute façon, le débat municipal, ce n'est pas un débat d'appareil, et c'est en ça que nous sommes d'accord. Moi, sur ma liste, il y a des gens venus du Rassemblement national, des gens venus des LR qui ont même encore aujourd'hui des responsabilités départementales, des gens venus du PRG, des gens venus du centre, des gens venus sur un programme d'Europe Écologie Les Verts, et puis, de manière très générale, des gens de la société civile, parce que je pense qu'aujourd'hui, notamment dans une élection municipale, la force des candidats, c'est de pouvoir rassembler des gens
qui ressemble à la ville. Et moi, la liste que j'ai présentée, eh bien, c'est une liste qui est une espèce de miroir de cette ville. Olivier Bettati n'en demeure pas moins que le Rassemblement national n'a pas présenté de candidat. Il vous a laissé le champ libre à Menton. Il m'a laissé le champ libre. Et j'ai donc présenté une liste comme ça. Mais la différence entre la liste que je présente moi et la tambouille entre La République En Marche et ce qui reste des LR à l'est du département, moi, je vous la dire, elle est très simple. En réalité, et je ne suis même pas certain que Jean-Claude Guibal en soit conscient. Ce qui est en train de se passer, c'est une espèce d'organisation qui va permettre à la métropole niçoise d'absorber la CARF. Je pose les choses très simplement. Mais c'est très important. La CARF, c'est la communauté d'agglomération de la Riviera française. C'est la communauté d'agglomération autour de Menton. Je pose les choses très simplement. Vous êtes Christian Estrosi. Vous devez agrandir votre métropole, notamment pour payer les 2 milliards de dettes. Vous avez le choix à l'ouest de vous en prendre, si j'ose dire, à Jean Leonetti, au maire de Cannes ou au maire de Grasse, qui sont structurés ensemble, ou à l'est, dans le maillon faible, qui est la CARF présidée par Jean-Claude Guibal, et qui est l'allié aujourd'hui de La République En Marche, elle-même l'allié de Christian Estrosi à Nice. Vous savez, l'important, c'est de savoir où on se situe sur la chaîne alimentaire. Eh bien, je laisse les auditeurs imaginer, pour Christian Estrosi, quelle est la plus facile des deux cibles. Alors, on va venir aux autres candidats. Juste un mot, Jean-Claude Guibal. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que vous n'avez plus rien de commun avec Olivier Bettati? Première question. Moi, je ne peux pas accepter le soutien au Rassemblement national, et c'est la raison pour laquelle je fais. C'est la raison pour laquelle je fais équipe, et j'ai accepté plus précisément le soutien d'Alexandra Valletta, soutien personnel. Deuxième question, Jean-Claude Guibal, vous briguez un 6e mandat. Imaginons qu'avant la fin de ce mandat, vous ayez envie de céder votre place. Est-ce que ça veut dire que Menton pourrait être une ville en marche? Il y a des proches d'Alexandra Valletta-Ardisson sur votre liste. Oui, il y a des proches d'Alexandra Valletta-Ardisson sur votre liste. Si un jour vous partez avant la fin de votre mandat, est-ce que Menton pourrait devenir une ville en marche? C'est oui, c'est non, c'est pas compliqué. Attendez, il n'y a aucun accord avec En Marche. Je n'ai rencontré personne d'En Marche hors d'Alexandra Valletta. Et vous avez l'intention d'aller jusqu'au bout de votre mandat si vous êtes réélu? J'ai l'intention, si j'en ai toujours la force et l'intérêt, d'aller au bout, mais j'ai bien précisé dans mon programme que j'envisageais ce prochain mandat, si nous sommes élus, comme un mandat de continuité et de transmission. Et j'ai précisé qu'avant 2026, à la fin du mandat, au plus tard, avant 2026, je dirais qui, dans mon équipe, mériterait le soutien de l'ensemble de la population. Vous savez qui aujourd'hui? Non. Bien sûr que non. Il y en a 3 ou 4. Et je ne suis pas un monarque qui désigne un successeur. Alors, avant de vous laisser la parole, Denis, sur la situation à gauche, juste un mot. Patrice Novelli, qu'est-ce que vous inspire le débat qu'on vient d'avoir là? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, un premier rappel. Je suis le seul candidat de droite qui a toujours été fidèle à ma famille politique. J'ai commencé chez les jeunes discardiens, j'ai été à l'UDF, aujourd'hui je suis à l'UDI. Monsieur Guibal, quand il est arrivé à Menton en 1986, était UDF, il ne faut pas l'oublier, déjà. Et pour des besoins électoraux, il y avait la circonscription à prendre qui était traditionnellement RPR, a basculé un petit peu à ce moment-là. Quant à ce rapprochement avec l'REM, Madame Alexandra Valletta-Ardisson a fait le tour de plusieurs candidats pour savoir avec qui elle devait se décider. Vous l'avez rencontrée également? Tout à fait, je l'ai rencontrée. Et bon, je pense qu'elle est rentrée, comme beaucoup d'hommes politiques, au même rang des menteurs ou des menteuses. Pour revenir à M. Guibal, qui dit que... Là, j'ai l'article de 2014 où il annonçait que c'était son dernier mandat et qu'il avait dans son équipe quelqu'un ou plusieurs personnes, parce que c'est peut-être l'habitude de promettre la place à plusieurs personnes, qui pourraient lui succéder.
Donc, on s'aperçoit que pendant les 6 ans de son mandat, il n'a trouvé personne pour lui succéder. Je termine, pardon. Oui, parce qu'il faut qu'on voit la situation à gauche également. Allez-y, allez-y. En 2020, il recommence à dire la même chose. Donc, mensonge au mentonné, mensonge au colistier et répétition en 2020. Moi, je crois que ça fait beaucoup. Alors, pour terminer, Monsieur Migou, Monsieur Guibal, pendant 2 ans, n'a fait que taper sur le système Macron. Et aujourd'hui, permettez-moi l'expression, il s'acoquine avec la députée LREM qui va tout à fait au contraire de ce que demande le président de la République. Alors, Denis, il y a 2 candidats là ici dont on aurait pu se demander s'ils pouvaient s'unir. Je vous laisse la parole. Alors, Laurent Lancard-Castiel et Philippe Pellegrinetti, vous êtes crédités, selon notre sondage IFOP Fiducial Nice Matin, publié samedi dernier, respectivement de 12% et de 9%. Est-ce que vous n'avez pas raté une occasion de peser davantage dans ce scrutin en partant à cette élection ensemble? Vous êtes à la tête de 2 listes qui sont des listes citoyennes. Laurent Lancard-Castiel. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on entend là, on a l'impression que c'est un discours dépassé. Ça fait à chaque séance, et tous les 6 ans, à chaque fin de mandat, on a pareil. On a les partis qui s'organisent entre eux, qui ne font rien pendant 6 ans, qui reviennent 6 mois avant les élections, envahir les marchés. Et on n'a eu aucune opposition depuis 6 ans. Laurent Lancard, on a aussi tous les 6 ans les discussions à gauche qui aboutissent ou qui aboutissent pas quand même. Il y a 2 mois à Menton, vous êtes inscrit sur le liste électorale il y a 2 mois. Non, mais reconnaissez quand même qu'il y a aussi des discussions à gauche qui sont assez croquignolesques ici dans les Alpes-Maritimes. Oui. Qui en général n'aboutissent pas. Donc pourquoi là ça n'a pas abouti par exemple? Mais alors la question pour laquelle ça n'a pas abouti, c'est qu'Europe Écologie Les Verts s'est posé la question et ne voulait plus continuer dans cette logique de tu me donnes quoi, je te donne quoi, ces démarches d'appareil qui sont dépassées. Et qu'aujourd'hui, les citoyens, il y en a beaucoup trop qui boudent les urnes, qui préfèrent s'abstenir ou voter blanc parce qu'ils ne se retrouvent pas. Et donc on a souhaité, chez Europe Écologie Les Verts, redonner et ouvrir une liste complètement ouverte en disant tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Une vraie liste participative. C'est ce qui s'est fait à Nice également. Mais après tout, pourquoi pas? Mais on vous demande juste d'expliquer pourquoi. Donc c'est une vraie pourquoi. liste participative où toutes les personnes qui sont d'accord sur 4 valeurs fondamentales que sont la probité, la démocratie participative, l'écologie et la solidarité se sont réunis. Toute la liste était grande ouverte à tous ceux qui voulaient venir. Et c'est là-dessus que ce collectif de citoyens s'est constitué une équipe qui est énormément plus soudée que des accords d'appareil et d'une grande compétence, avec une équipe qui s'est formée et qui s'est choisie elle-même et qui a choisi du coup la manière de fonctionner. Ça s'appelle le municipalisme et nous l'avons essayé pour la première fois à Menton et ça ressemble plutôt à un succès pour l'instant. Et nous continuons, parce que l'idée de ce municipalisme, c'est que ça ne s'arrête pas le 23 mars en disant on fera les comptes de qui a gagné et qui a perdu, mais qu'on continue avec, d'une part, un labo citoyen... Et vous faites pas ça sans les partis non plus, puisque vous avez le soutien d'Europe Écologie Les Verts, vous en avez débattu visiblement, mais ce soutien, vous l'avez. Tout à fait. Par transparence, puisque j'ai été choisi pour être tête de liste, de cette liste-là. Par transparence, il était légitime que le parti soit mentionné parce qu'on ne ment pas aux citoyens. Est-ce que vous regrettez cette situation? Oui, je la regrette. Mais M. Lancard, à Menton comme ailleurs, a préféré faire le choix de la désunion, à Nice comme ailleurs. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un regret. Pour autant, moi j'entends ce que dit M. Lancard, sauf qu'il est représentant départemental d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, à ce titre, il n'est pas seulement un porte-parole d'un collectif citoyen. Nous avons initié à gauche, dès le départ, une union de la gauche la plus large possible. Nous avons ouvert des ateliers citoyens au cours desquels nos propositions ont nourri ce débat démocratique et ont permis de sortir un programme début janvier. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que nous sommes divisés, ici comme ailleurs. En cela, les écologistes, là où ils le peuvent, font liste unique. Mais au-delà de ça, la question qui se pose aujourd'hui, et que l'on me pose aussi lorsque je fais campagne, c'est pourquoi M. Lancard, qui habite à Nice et qui travaille à Monaco, est venu se présenter à Menton. La vraie question, elle est là. Alors, on va terminer cette partie, honnêtement. Répondez très rapidement, Laurent Lancard, parce qu'on ne va pas rester là-dessus, c'est quand même une accusation. Répondez très rapidement et on va changer de parti. J'ai été un des principaux organisateurs de la campagne de 2014 et qu'on a monté un projet depuis 2014. Et depuis 2014, qui est sur le terrain à Menton, ce sont bien les écologistes, qui a présenté le plan climat, qui a organisé des marches, qui a organisé un plan vélo, qui a proposé un plan d'amélioration de l'habitat. Ce sont bien les écolos, alors que les autres n'ont rien proposé. Alors, on va... Et donc finalement,
Allez-y. Et donc finalement, les seuls qui étaient présents et qui ont proposé des projets pour Menton depuis 4 ans, ce sont bien les écologistes et les citoyens qui ont participé à l'enregistrement ouvert. On change de parti. Merci beaucoup, Denis Caro. Merci. Vous allez céder votre place à Marion Chantreau. Marion Chantreau qui est journaliste à France Bleu Azur. On va donc aborder avec elle la 3e partie de cette émission qu'on a appelée Menton, la transition verte, point d'interrogation. On va parler d'écologie. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions. Marion, bonsoir, merci. Bonsoir à tous. Allez-y, Marion. Alors, on va parler donc d'écologie, de mobilité douce pour Menton. Mais d'abord, le rôle d'un maire, c'est aussi de préparer la résilience du territoire face aux conséquences du changement climatique. On l'a constaté encore à l'automne dernier avec les coups de mer, les épisodes méditerranéens qu'on a connus, ce trou impressionnant sur la promenade du Soleil sur la route. Comment protéger le littoral? Comment lutter contre l'érosion marine, les inondations? Est-ce qu'il faut arrêter de construire, de bétoniser? Jean-Claude Guibal, candidat maire sortant, votre avis? D'abord, à Menton, on ne bétonise pas. En 2018, on a voté un plan local d'urbanisme que l'on qualifie de protecteur de l'environnement naturel. Qui ne prévoit plus aucune construction? Qui prévoit d'augmenter de 600 hectares les espaces classés boisés, de 100 hectares les espaces agricoles et de n'augmenter la zone urbanisable que de 7,5 hectares. Donc, s'il y a un PLU, plan local d'urbanisme, que l'on peut qualifier de protecteur de l'environnement naturel, je crois bien que c'est un PLU comme celui-ci. Ceci étant, pour protéger contre les coups de mer la route départementale, nous avons, depuis le début des années 90, fait réaliser des digues immergées qui brisent la houle à 96 mètres du rivage et parallèle au rivage. Et il ne nous reste qu'une portion de littoral qui n'a pas pu être aménagée parce qu'il y avait des posidonies. C'est celle qui va de les Mentonnais le savent, du Borigo jusqu'à Roquebrune. Et c'est un des projets que que nous présentons dans le programme actuel. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Bettati? Vous dites pareil qu'en même temps on nous demande de protéger les posidonies, mais en même temps il faut protéger le littoral des coups de mer. En fait, il faut vivre avec son temps. Il existe aujourd'hui des solutions qui ont été mises en place d'ailleurs à Cannes récemment, qui sont des brise-lames poreuses, qui à la fois garantissent les posidonies et empêchent les coups de mer. Simplement, ça n'a pas été fait à Menton. D'ailleurs, la réalité, c'est que depuis 30 ans, sur le rapport à la mer, rien n'a été fait. Quand vous parliez tout à l'heure du trou béant dans la route, effectivement, il n'y avait qu'à s'y rendre pour comprendre ce qui s'est passé. C'est que la mer, tapant assez fort, a emmené sous la mer la route départementale, qui est elle-même construite d'ailleurs sur la partie du littoral qui est proche de l'eau. Donc ce qu'il faut en réalité, c'est pouvoir les préserver tout cela avec des méthodes qui existent maintenant depuis près d'une dizaine d'années. Je parlais des brise-lames porteuses, ça n'a pas été fait. Pardon, je finis. C'est comme tout le reste, c'est demi-protégé. Sinon, le musée n'aurait pas été inondé comme il l'a été. Le musée Cocteau, oui, n'aurait pas été inondé comme il l'a été si les brise-lames dont parlait Jean-Claude Guibal étaient efficaces. Alors, une élection municipale, ce sont quand même des questions très concrètes qui touchent la vie quotidienne des gens. Beaucoup de gens se plaignent à Menton de ne pas avoir de pistes cyclables. On voudrait avoir votre position à chacun là-dessus. Pas de pistes cyclables à Menton. Pourquoi et qu'est-ce que vous proposez? Patrice Novelli. Mais actuellement, par rapport au plan de circulation de la ville, il est vrai que ce n'est pas évident de faire une piste cyclable. C'est-à-dire? Il faut réaménager le plan de circulation de la ville pour pouvoir, à mon avis, dans le cadre de la requalification de la baie Ouest, à l'endroit justement où il faut mettre une digue pour empêcher cet énorme trou que nous avons eu cette année. Mais il faut savoir que ça fait 10 ans qu'on bouche les trous. Non, mais ce qu'on voudrait, c'est que vous nous disiez si dans votre programme, il y a des pistes cyclables. Voilà. Moi, je suis favorable, bien entendu,
Mais ça nécessite de revoir le plan de circulation de la ville. C'est-à-dire des sens uniques, qu'est-ce que c'est Écoutez, il faudra étudier quel est le meilleur tronçon qu'on pourra attribuer à piste cyclable. Et je pense qu'on peut très bien partir de l'entrée de Menton, c'est-à-dire côté Roquebrune-Carmartin, une première étude pour aller déjà jusqu'au Bastion, et ensuite Bastion-Frontière. Ça doit se faire en 2 étapes. Frédéric Pellegrinetti, vous êtes aussi pour qu'on réduise l'usage de la voiture individuelle en ville et des parkings à l'extérieur, à la sortie, à l'entrée de la ville et des pistes cyclables? Oui, alors c'est vrai qu'il faut que ça s'insère dans un schéma cohérent d'ensemble, cette question des pistes cyclables. Je pense qu'on est unanime ici pour être d'accord sur le fait qu'il faille davantage de pistes cyclables. Et l'usage du vélo doit être favorisé, bien évidemment. Ce que l'on propose, nous, à gauche, c'est mettre des parkings relais aériens, ce qu'on appelle parking à silos, aux entrées et sorties de ville, afin qu'on puisse, et nous sommes les seuls, mettre en place des navettes électriques qui soient gratuites pour amener... On dit la même chose. Qui soient gratuites, qui puissent amener les habitants et les touristes en centre-ville, un centre-ville qui soit piétonnisé. Et par ailleurs, il faut bien évidemment revoir, comme le disait M. Novelli, l'ensemble du schéma de circulation pour qu'on puisse, notamment dans les contre-allées des vallées, dès lors que vous libérez de l'espace de la voiture, vous pouvez à ce moment-là faciliter l'usage du vélo. Évidemment, nous sommes tous pour aujourd'hui la mobilité douce. Jean-Claude Guibal, vous dites dans votre programme que vous voulez faire une consultation, si vous êtes réélu, sur cette histoire de piste cyclable. Question très simple, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Ça fait 5 mandats. Oui. Pas de piste cyclable pendant 5 mandats. Dans les années 90, on ne parlait pas de piste cyclable. Par ailleurs, observez simplement ce qu'est la morphologie du territoire sur lequel est bâti Menton, vous constaterez que c'est une lanière très étroite, celle par laquelle essaient de passer les migrants aujourd'hui, sont passés les hommes du Vallonnais il y a 30 000 ans. C'est un territoire extrêmement contraint. Donc vous faites une consultation, si on vous dit on veut des cyclables, qu'est-ce que vous faites alors? D'abord, hein, quand j'entends parler de la conception d'aménagement du bord de mer par M. Bettati, il faut étudier les dossiers avant quand même, hein, parce que... Mais allez voir à Cannes. Sortez de votre bureau, allez voir à Cannes. Ils l'ont fait depuis 5 ans à Cannes. Vous dites que c'est compliqué, Monsieur Guibal, d'aménager des pistes cyclables. Le territoire est trop contraint. Il n'y a pas de voie disponible aujourd'hui, c'est ça? Il y a une possibilité, c'est d'aller depuis la frontière italienne jusque ce que l'on appelle le square Victoria. À partir de là, on est en face d'un tunnel et de ce qu'on appelle aussi le quai Bonaparte, au pied de la vieille ville. Le seul choix possible, c'est que l'on aille d'un côté ou de l'autre, c'est de faire une voie unique. Voie unique pour les voitures, le long de la vieille ville et jusqu'à Roquebrune. Ça supprime donc une voie pour les voitures. Et moi, je ne me suis pas senti légitime suffisamment même lors du dernier mandat. Décider, et en particulier lors du dernier mandat, pour décider de mettre tout le bord de mer depuis Roquebrune jusqu'à la frontière italienne sur une voie pour les voitures, ayant eu l'expérience, des travaux que nous faisons quai Bonaparte pour réaménager les Sablettes, qui a été terminé et qui ont obligé à mettre le quai Bonaparte en sens unique. Frédéric, ça a été une révolution. Allez-y. Pardon, Monsieur Guibal, mais cela fait 30 ans que vous faites des parkings souterrains en centre-ville. Et ces parkings, malheureusement, ce sont des aspirateurs à voitures, ce qu'on appelle communément. Donc, effectivement, ce qui se passe, c'est que les voitures s'additionnent en centre-ville et laissent, pour le coup, plus de place pour les pistes cyclables. Et c'est en ce sens-là que, depuis 20 ans, les villes de moyenne importance sortent les voitures des centres-villes pour justement les piétonniser et remettre aussi des pistes cyclables. On va terminer cette partie avec Laurent Lancard, qu'on n'a pas entendu sur les pistes cyclables. Et vous avez aussi un projet de créer une foncière municipale pour végétaliser la ville. Est-ce que vous pourrez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que cette idée de foncière municipale? Oui, alors pour revenir sur la question de la mobilité, nous, on se délecte les citoyens parce que s'il n'y avait pas eu les citoyens pour mettre au cœur la question des pistes cyclables,
le plan de piste cyclable, il est là, il existe, il a été fait par des citoyens. Alors c'est sûr qu'il faut réduire la place de la voiture pour faire ça. Et c'est ce qu'on n'a pas fait depuis 30 ans. Et toutes les villes qui sont résilientes aujourd'hui ont toutes réalisé cette mue progressive. Et donc dans ce cas-là, c'est qu'il faut prendre des décisions, mais des décisions qui permettent aussi de valoriser le commerce de proximité. Pour la question de la foncière de végétalisation, la question est simple, c'est que pour retrouver une ville qui respire, qui puisse être plus ombragée, qui puisse être moins sensible aux questions des événements climatiques qui vont se multiplier, eh ben, il faut avoir plus de végétal et moins de béton. Et donc la foncière de végétalisation permet d'acquérir du foncier et de développer par différents systèmes, des systèmes notamment de PME et d'investissement de parts sociales qui permettent de participer grâce au dispositif Madelin d'investissement privé. De financer la végétalisation. Exactement. Grâce aux dons des PME, grâce à la compensation carbone. À des compensations carbone et par rapport également à des dons qui peuvent, avec notamment une fondation qui peut faire ça. Je partage ce que je viens d'entendre, mais il faut rajouter que la Communauté européenne consacre 500 millions par an dans ce qu'ils appellent le Green Deal. Donc on peut financer tout ce dont on a parlé, sur lequel nous sommes tous d'accord aujourd'hui. Simplement, Menton, là aussi, est totalement absent dans les opérations européennes. Il faut demander des fonds européens. Il faut demander des fonds européens. Merci Marion d'avoir animé cette partie sur l'écologie. Il nous reste un quart d'heure d'émission qu'on veut consacrer à la question du logement. Marion Chantreau, vous cédez votre place à Nathalie Layani qui me rejoint pour le dernier quart d'heure d'émission. On va parler du problème du logement. C'est un problème qui touche bien sûr toutes les communes, mais particulièrement la commune de Menton où le territoire est contraint. Nathalie, la première question, c'est pour vous. Et oui, parce que Menton, c'est beaucoup de résidences secondaires, peu de logements sociaux, en tout cas pas assez par rapport à ce qu'impose la loi, et une population qui peine à se loger à un prix correct. Alors Jean-Claude Guibal, vous avez déclaré chez nos confrères de France Bleu Azur que la ville de Menton devait payer une amende de 1,8 million d'euros de pénalité, parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, et que c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, et que cette année, et que cette amende, vous la paierez éternellement. Est-ce que vous ne paierez pas éternellement surtout le fait de ne pas avoir construit de logements sociaux quand c'était encore possible et d'avoir laissé construire des résidences secondaires en pagaille? Vous parliez du PLU tout à l'heure, oui, ce fameux PLU, d'après ce que vous dites, il constate qu'on ne peut plus construire effectivement, mais pourquoi ne pas avoir fait avant? Parce que avant, nous avons construit par exemple, au cours de ce mandat, on a construit 1200 logements. Mais là, vous courez derrière un retard qu'en effet, vous avez pris pendant les 4 mandats précédents. Oui, mais alors, si vous voulez, le fond de ma pensée, Menton, compte tenu de sa configuration, compte tenu de la rareté du foncier, ne peut pas répondre aux critères de la loi SRU, c'est-à-dire 35% de logements sociaux. Non, mais on parle de ce qui n'a pas été fait avant. Quand on construit 100 logements, il y en a 70 qui sont dans le marché libre, qui augmentent donc le parc de résidences principales. Il n'y en a que 35 qui restent sociaux. Mais est-ce que vous prenez votre part de responsabilité dans le fait que c'est un retard que vous auriez pu éviter de prendre? Absolument pas. On a construit autant qu'on pouvait construire. Mais pas forcément pour les actifs aux revenus modestes. Mais en construisant des logements sociaux, parce qu'on considère que c'est indispensable de construire des logements sociaux pour loger les Mentonnais et pour loger, les gens qui gagnent leur vie en travaillant. Alors Patrice Novelli, vous allez encore un peu plus loin, vous dites « moi je préfère payer une amende plutôt que d'avoir de l'insécurité ». Alors est-ce que ça veut dire pour vous que quand on est pauvre, on est forcément un délinquant? Et 2, est-ce qu'un maire responsable peut se permettre de dire « je préfère ne pas respecter la loi ». Pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Un exemple. Menton, on sait, on ne peut pas pousser les murs. On a la mer, l'Italie, la commune voisine et derrière la vallée. Il y a beaucoup de constructions qui ont été faites justement dans la vallée du Carré aujourd'hui. Et je crois que quand M. Guibal parle qu'il n'a pas fait de bétonisation, ça en est. Mais on peut comprendre parce que le besoin social, il existe vraiment. Mais est-ce que les logements sociaux, ça rime avec insécurité? C'est ce que vous avez déclaré. Oui. Pourquoi ça rime avec insécurité? Quand aujourd'hui, vous voyez comment il est difficile de descendre le Careil ou de le monter par moment. Que les derniers accidents mortels qu'il y a eu, ça a été dans le Careil. Pourquoi?
Non, pas qu'un. Alors, mortel ou très grave. Mais enfin, il y en a eu plusieurs. Moi, ce qui m'inquiète dans la situation de ce complément de logements sociaux, et il en faut, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 1000 Mentonnais qui sont à la recherche d'un logement social. Ce ne sont pas des délinquants. Mais je n'ai pas parlé de délinquance, madame. Vous avez parlé d'insécurité, c'est de l'insécurité routière. Routière, bien entendu. C'était absolument pas clair dans vos propos. Ah, vous l'avez mal compris, alors, peut-être. Non, c'était pas clair. Mais enfin, vous l'avez clarifié, tant mieux. Vous l'avez mal compris, sûrement. Non, ce que je veux dire par là, c'est que 600 logements dans le Carré, ça fait 1200 voitures. Il ne faut pas rêver. Donc, il faut continuer à construire où on peut. Il faut arrêter le Carré. Et quand je dis que je préfère payer ou continuer à payer, Menton, lequel d'entre nous qui sera maire dans 15 jours, dans un mois, continuera à payer. C'est inévitable. Alors, il y a un autre problème, et je voudrais qu'on entende les autres candidats là-dessus. Il y a quand même, à Menton, des logements vacants, énormément de logements vacants, des résidences secondaires avec beaucoup d'Italiens qui ont des résidences secondaires. Est-ce que les gens, les actifs qui travaillent à Menton ou qui travaillent à Monaco sont condamnés à ne pas pouvoir se loger sur place? Alors, votre avis à tous les trois? Arrêtons de parler des Italiens, parce que les Italiens participent quand même de manière très forte à la vie économique de notre ville. Il y a beaucoup de résidences secondaires à Menton. Il est vrai, les Italiens. Donc, est-ce comment les actifs peuvent se loger à Menton aujourd'hui? Votre avis à tous les trois. Olivier Bettati. Moi, je partage ce que vient de dire Patrice Novelli. Simplement, nous, on fait une proposition un petit peu différente que j'appellerais donnant-donnant. Il y a aujourd'hui 2377 logements vacants à Menton. Pourquoi est-ce que les propriétaires, bien souvent, ne louent pas les appartements? Parce qu'ils ont peur de ne pas être payés. C'est comme ça. Eh bien, plutôt que d'essayer de construire avec les problèmes dont parlait Patrice tout à l'heure, eh bien, nous allons mettre en place un système qui permettra aux propriétaires, à la condition de louer leur appartement au prix du social, de leur garantir le loyer. C'est donnant-donnant pour les propriétaires, comme pour ceux qui essaient de chercher des appartements. C'est un office mentonnais que je souhaite mettre en place, puisque les appartements aujourd'hui HLM de Menton ont été donnés par Jean-Claude Guibal en gestion à Côte d'Azur Habitat, c'est-à-dire un organisme présidé par le premier adjoint au maire de Nice. Il explique depuis quelques jours que ce n'est pas possible de faire autrement parce qu'il faut avoir 15 000 logements et c'est la loi. Alors je pense que M. Guibal connaît mal ce dossier ou mal les chiffres. En réalité, c'est 12 000. Oui, c'est la loi Elan, c'est l'article L421.6. Où êtes-vous allé chercher 15 000? C'est 12 000 sur vos réseaux sociaux. Allez voir, juste après-midi, j'ai regardé. Bah oui. Non, mais donc vous garantissez les loyers. Je finis. La loi Elan dont on parle ne s'appliquera qu'à fin 2021. Donc effectivement, on peut le faire, mais il faut le faire très vite. Et l'idée, c'est qu'avec cet office, nous proposerons aux propriétaires de louer, s'ils le souhaitent bien évidemment, à un prix qui est celui moyen des logements sociaux, en contrepartie d'une garantie. À un moment, il faut savoir prendre ce type de risque pour une collectivité, parce que ça permettra de remettre au centre-ville et de donner des solutions à celles et ceux qui, aujourd'hui, n'en ont pas dans Menton pour les raisons que vous avez expliquées tout à l'heure. Et le cas échéant, vous proposez également d'augmenter la taxe sur les logements vacants. Non, je dis qu'elle existe déjà aujourd'hui. Vous souhaitez l'augmenter. Et pourquoi ne pas réfléchir à passer un deal? Comme nous avons augmenté la taxe sur les résidences secondaires à 30%. Laurent Lancard-Castiel, vous proposez de créer une régie foncière qui vérifierait la destination de tous les logements vendus. Ça veut dire qu'on ne pourra plus vendre son appartement à qui on veut, par exemple à un Italien qui nous en proposerait un bon prix pour une résidence secondaire. Il faudra d'abord en passer par cette régie foncière. Dans le cas d'une succession, par exemple, si j'ai bien compris. Exactement, c'est dans le cas d'une succession ou dans le cas d'une vente quelle qu'elle soit. À un moment donné, on passe par un établissement public foncier dont c'est le métier, dont c'est la vocation, c'est de vérifier la cohérence entre les besoins de la population et la destination. Donc le propriétaire ne choisira plus son vendeur. C'est important ce que vous nous dites là. C'est qu'il y a un droit de préemption et que la priorité doit être à du logement conventionné. C'est-à-dire que si le vendeur trouve un vendeur qui s'engage à faire du logement conventionné, il pourra donc du coup vendre son appartement comme ça. Il ne pourra plus le vendre à qui il veut au prix auquel il souhaite le vendre. Pas forcément. Parce que le droit de préemption, c'est la valeur du foncier à l'année où il a acheté.
Et s'il y a accord pour garantir que ces logements viennent sur du logement dit conventionné, alors dans ce cas-là, il y aura un accord pour qu'il puisse vendre de gré à gré son appartement. Jean-Claude Guibal, qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez tout ça? Est-ce que vous vous dites, effectivement, ce sont des solutions qui sont possibles? Ou est-ce que vous dites, moi j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire? On a étudié toutes ces positions. Et pourquoi? Et selon vous, c'est pas réalisable? C'est pas réalisable. C'est une chose de faire des propositions, c'est une chose de présenter des projets qu'on n'a pas forcément calculés, pour lesquels on n'a pas forcément étudié les contraintes ou les procédures juridiques et financières. C'en est une autre de faire. C'est juste un peu plus compliqué de faire. Et ce que je voudrais, par exemple, souligner, c'est quand j'entends dire... un mot. Attends, je termine. Quand j'entends dire que Menton a confié à Côte d'Azur Habitat son parc de logements sociaux, la gestion, c'est une énormité. Une énormité. C'est l'agence Menton-Lariane et dont la personne qui la dirige est un de vos adjoints. Il y a à Menton trois bailleurs. Il y a trois bailleurs sociaux. On a un problème. On a juste un problème de temps. Je vous assure. Il faut m'écouter parce que sinon, on a compris. Non, mais on a compris que vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Frédéric Pellegrinetti, votre position sur le logement, et ensuite on conclut. Oui. Moi, je suis quand même assez stupéfait d'entendre que aujourd'hui il y a un manque de foncier, alors que ça fait 30 ans qu'on a laissé la ville aux mains des promoteurs. Pour ce faire, moi je pense qu'il faut une vraie politique volontariste, que le droit de préemption soit mieux utilisé, qu'on soit en dialogue avec l'État, que l'on reprenne la main là-dessus. On propose également, nous, à gauche, la création d'une coopérative mentonnaise du logement. C'est-à-dire que c'est une coopérative qui sera faite auprès d'un bailleur social. Et cette coopérative, elle proposera des logements à prix coûtant. Uniquement en cas de revente, ça sera revendu à la coopérative, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de plus-value, corrigé seulement de l'indice de référence des loyers. On propose également de mieux contrôler les locations de courte durée, de type Airbnb, et pourquoi pas, parce que Paris l'a fait, mais d'autres villes aussi, pourquoi pas à un moment donné, prévoir aussi l'encadrement des loyers, afin que les familles et les actifs sur Menton puissent aussi rester, et non pas partir sur l'agglomération niçoise ou bien dans la RPI. Allez, ce débat touche à sa fin. Vous allez avoir chacun 30 secondes pour nous dire quelles mesures phares, quelles premières mesures vous prendrez si vous êtes élu maire le 15 ou le 22 mars prochain. On commence avec vous, Olivier Bettati. Je précise que l'ordre est celui officiel de la préfecture. Olivier Bettati, vous avez 30 secondes. Écoutez, moi je propose simplement de continuer la belle histoire en tournant la page de 31 ans d'un système clanique qui est usé et qui est aujourd'hui, me semble-t-il, à bout de souffle. Je serai, avec mon équipe municipale, un maire protecteur dans les moments difficiles que nous allons avoir à vivre et dont on prend tous les jours la mesure. Je serai un homme disponible, accessible, notamment au travers de mes permanences régulières. Et puis, vous savez, mon épouse et moi avons le bonheur d'avoir 2 petites filles de 9 ans et de 11 ans. Ça me donne une motivation inébranlable à construire un avenir meilleur pour elles et pour tous les Mentonnais. Merci Olivier Bettati. Patrice Novelli. Compte tenu de l'attachement que j'ai pour Menton, je souhaite être le maire de tous les Mentonnais en dehors de tout clivage politique. Et compte tenu des travaux en cours et de nos programmes respectifs, je demanderai à faire un audit financier de la ville. Frédéric Pellegrinetti, c'est à vous, votre première mesure si vous êtes élu maire. Si je suis élu, je prendrai attache auprès des maires des autres communes de la communauté d'agglomération de la Riviera française, ainsi qu'auprès des autorités italiennes et monégasques, parce que nous n'avons pas eu le temps malheureusement d'en parler, mais un certain nombre de nos propositions concernent également le transfrontalier. Et donc, effectivement, je serai aussi à l'écoute de l'ensemble de ces maires, de ces autorités, qu'elles soient monégasques ou italiennes, et bien évidemment, pour un avenir qui soit meilleur à Menton. Jean-Claude Guibal, si le 15 ou le 22 mars, les Mentonnais vous donnent un 6e mandat, votre première délibération? Première délibération, ce sera, comme je l'ai déjà dit, de faire une consultation auprès des Mentonnais pour savoir s'ils souhaitent ou pas une piste cyclable sur des projets variés qui leur seront présentés et dont la conséquence principale sera, pour les plus évidents d'entre eux, une modification profonde
du plan de circulation de la ville. Par ailleurs, bien évidemment, ce que je propose aux Mentonnaises et aux Mentonnais... Il y en avait une de délibération. Merci beaucoup. Quel suspense. Il faudra vous aider pour le savoir. Laurent Lancard-Castiel, c'est à vous, vous avez 30 secondes. Eh ben, donc, la proposition totémique que l'on a fait et qui aujourd'hui fait l'unanimité, puisque tout le monde s'y rallie, c'est la requalification du bord de mer avec une végétalisation, parce qu'il faut se réapproprier l'espace public, un espace public polyvalent, parce que notre objectif, il est de faire pour, avec les citoyens. Et c'est bien ça qu'on propose demain, de réinventer Menton autrement. Merci beaucoup Laurent Lancard, merci à tous les 5. C'est la fin de ce débat. On était à l'Est. Deuxième débat, on va à l'Ouest, à Valoris, dans quelques instants.